Héloïse Lemaire est chargée de projet en pêche chez Mérinov. Elle y travaille depuis 2023. Elle est responsable du Centre d'expertise en diversification des pêches. Ses travaux auparavant étaient axés sur des programmes en pêche et aquaculture durable et sur la valorisation des produits de la mer, du bateau jusqu'à l'assiette. Donc on verra aujourd'hui de la mer à l'assiette, comment maintenir la qualité des produits de la mer, mais surtout tout au long de la chaîne. Donc là, je vais vous emmener en mer un petit peu avec moi. Si on met un petit peu de contexte, au niveau des produits de la mer, au niveau mondial, la valeur des débarquements mondiaux, on est à 92 millions de tonnes, ça c'est les chiffres de 2023. La FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Si on regarde au niveau du Québec, on est à 654 000 tonnes de produits de la mer pour une valeur à peu près de 3 millions de dollars. Malheureusement, quand on regarde ces proportions, c'est des gros chiffres, mais il y a 10 à 12 millions de tonnes qui sont perdues annuellement. Là, je parle en tonnes, pas en valeur de produit, parce que ça serait difficile. Mais je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui que la filière des produits de la mer, c'est une filière qui est passionnante, mais qui est une filière qui est complexe. Il y a beaucoup d'acteurs, du pêcheur, distributeur, consommateur. Puis si on regarde juste là au niveau du Québec, on a à peu près un peu plus, je pense maintenant, de 1400 entreprises de pêche et de transformation. Donc il faut qu'on arrive à s'arrimer un petit peu tous ensemble sur la même définition de qu'est-ce que la qualité et qu'est-ce qu'on veut comme produit pour proposer aux consommateurs. Donc c'est ça, on a un objectif commun dans cette filière, c'est l'avantage, c'est toujours d'améliorer la qualité des produits, puis aussi la durée de conservation après la pêche, pour que ça aille jusque l'assiette, puis mettre en place une meilleure traçabilité des produits de la mer, puis valoriser aussi les produits québécois. Donc si on regarde déjà pendant la pêche, quels vont être les facteurs, les risques qui ont été identifiés qui font que la qualité du produit pourrait, en fonction encore une fois du produit, pourrait diminuer. Si on regarde déjà la méthode de pêche, je pense que là-dessus, ça va pas être une surprise en fonction d'une espèce qui va être pêchée au chalut, qui va être pêchée à la ligne. Il peut avoir des impacts différents au niveau le plus visuel, au niveau donc de la peau du poisson. Quand on va le pêcher, est-ce qu'on va le pêcher pour une destination commerciale ou est-ce qu'on va le pêcher pour le transformer en appât? Là-dessus, ça peut changer. La définition de la qualité peut aussi changer à ce moment-là. On retrouve encore sur les bateaux de l'entreposage à l'air libre. Ça, j'ai parlé avec notre capitaine au sein de Mérinov. Puis depuis des années, c'est un sujet. Il y a des pistes qui sont faites au fur et à mesure d'amélioration pour justement limiter cet entreposage à l'air libre quand le bateau revient. Mais c'est encore présent. Puis au niveau de la réglementation, là je précise, la réglementation, moi je parle plus de la réglementation au niveau des cales. Les cales au niveau du bateau, il y a un suivi qui est fait, elles sont réglementées, mais malheureusement si on veut peut-être évoluer là-dessus, si on veut faire évoluer la qualité de nos produits, est-ce qu'il ne devrait pas avoir aussi une évolution de cette réglementation ? Et au niveau de la glace, ça sera toujours le sujet au niveau des produits de la mer parce que la glace, on sait que ça joue un rôle quand même essentiel au niveau de notre filière. Mais malheureusement, il arrive encore trop souvent que des bateaux, quand ils arrivent à la fin de leur sortie de pêche, lors du premier, par exemple, trait de chalut, on se rend compte qu'il y a moins de glace dans le fond de la cale. Donc là, comment on pourrait en remédier? Je pense qu'il y a eu une étude qui a été faite, elle date un peu, mais c'était dans les années début 2010. C'était plus de 40% des bateaux qui revenaient où malheureusement il n'y avait plus de glace, soit à la première ou premier trait de chalut, ou à l'inverse, au dernier trait de chalut, on rentrait après au port, hop, on met la glace qui reste, mais un petit peu moins. Au niveau des méthodes de pêche, on parle beaucoup de chalut, c'est une des méthodes de pêche, il y en a d'autres, il y a déjà des choses qui sont faites au niveau international sur de la pêche au casier, il y a de la nasse aussi au niveau du poulpe, il y a plein de choses à explorer, puis ça, en lien avec le MPO, on pourrait voir comment changer, peut-être ou faire évoluer des méthodes de pêche et ainsi garantir la bonne qualité du produit. L'utilisation de protection, ça peut paraître très banal, mais encore une fois, c'est un moyen, c'est une piste facile, peut-être à court terme, à mettre vraiment en place. L'évolution des cales, comme je vous l'ai dit, si on veut une bonne qualité de poisson, on peut se dire, on pourrait mettre notre poisson directement dans les cales, dans des pannes, pardon. Mais si on met nos pannes dans les cales, ça veut dire qu'il va avoir moins de volume qui va passer, ça va faire toute une réaction en chaîne, donc réfléchir à comment on pourrait peut-être trouver une solution à ça et puis on l'oublie peut-être, mais sensibilisation, atelier de formation au niveau des professionnels. Quand on va pêcher le homard, on en rencontre, je sais pas si on a dans cette salle, mais
Il y a des amoureux du produit, il y a des amoureux du homard, puis quand on va le pêcher, c'est pourquoi on le pêche. Il y a toutes des étapes après à garder en tête, puis il faut être fier en fait aussi des produits locaux qu'on a. Au niveau du débarquement, c'est pas une surprise, il faut aller vite. La durée des opérations, puis aussi la manipulation au niveau des produits. Je sais pas si vous le voyez sur la diapo, j'ai retrouvé une archive de Radio-Canada avec 2 beaux flétans. Quand on regarde, la peau est vraiment belle, puis la manipulation, malheureusement, au niveau de la queue, je pense que va avoir un petit impact. Il y a des quais où on n'a pas le choix. C'est comme ça et c'est correct. Mais il y a peut-être des moyens qu'on pourrait utiliser sur d'autres en fonction des espèces, encore une fois. Les risques de contamination externe, si notre panne n'est pas ouverte ou nos logtech est ouvert, les risques de contamination sont très rapides et très simples à détecter. Puis au niveau de la traçabilité, quand on arrive au débarquement, c'est là où justement c'est très facile de mélanger des lots, de s'y perdre un petit peu alors que c'est vraiment l'endroit charnière. Le bateau vient d'arriver, on peut avoir l'info, on peut avoir le débarquement. Donc une perte de la traçabilité peut induire une perte de la qualité de notre produit aussi. Donc dans les pistes d'optimisation du débarquement, c'est d'avoir une manipulation du produit limitée quand c'est le cas, en fonction des débarquements. La protection de panne, et puis quelque chose qu'on voit, on commence à le voir en Europe, on l'a vu aussi un petit peu au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, c'est les quais équipés. En fait, au niveau du débarquement, il y a des balances qui sont là, et donc on a juste à mettre notre panne, ils prennent les informations, puis ça rentre directement dans le système logiciel. C'est un gain de temps pour tout le monde, puis aussi, on peut se dire, entre guillemets, pas de prise de tête. On vient de rentrer, on a notre information, notre nom d'espèce, notre nom latin, notre zone de pêche, le tonnage, là où ça part, puis voilà. Donc c'est une des optimisations qui pourraient être faites au niveau du débarquement. On continue notre voyage au long de la filière. Les entreprises de transformation, au niveau de la fraîcheur, au niveau des différentes provenances de l'eau, au niveau de la manipulation des espèces, à chaque étape, à chaque manipulation, c'est un enjeu. C'est là où on peut perdre la qualité de nos produits au niveau des moyens de conservation. Donc vraiment, comment on peut garantir aux consommateurs une qualité, une sécurité du produit, puis aussi une satisfaction. Les opportunités qui sont identifiées, encore une fois, là, on vous donne plein de pistes de solutions. Les dispositifs pour contrôler la température, on en voit de plus en plus au niveau des bassins. Il y a maintenant des capteurs où, dès qu'il y a une chute de température, dès qu'il y a un mauvais bullage au niveau de l'air, on est informé. C'est super. Quelle est la prochaine étape ? Je pense que la prochaine étape, c'est de se dire, on peut avoir des outils digitaux qui nous disent le bassin, il y a une perte de la température, donc peut-être que notre homard, il va voir un grade différent, mais on peut peut-être le transformer autrement. Puis ce homard-là, d'avoir vraiment un suivi des intrants et des sortants, de tout ce qui se passe au niveau de l'entreprise, parce que c'est aussi un autre flou au niveau de la traçabilité. C'est ce qui pourrait nous permettre de encore une fois, mieux valoriser nos produits. Puis ce que j'ai ramené ici, je trouvais ça intéressant, c'est les boîtes en carton isotherme qu'on retrouve. On voit encore les boîtes en polystyrène, ça marche bien, ça a usage unique, celle-ci aussi, mais peut-être que ça pourrait garantir aussi une bonne préservation de la qualité aussi du produit et aussi d'avoir une boîte isotherme pour la fraîcheur. Au niveau du suremballage des produits de la mer, quand on arrive en poissonnerie, on va recevoir notre marchandise, on va la mettre sur l'étal. Si le soir, le poisson n'est pas vendu, on va le remettre à l'intérieur. C'est tout à chaque fois, c'est sur-emballage. Le fait de remettre de la glace au niveau de la peau du poisson, ça peut affecter aussi la chair, la peau, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'éviter ce sur-emballage-là ? Faire évoluer aussi l'aspect réglementaire au niveau des états de la préparation, puis la méconnaissance des produits par les consommateurs. Souvent, là, j'entends beaucoup « Ah, mais il y avait dans tel poisson, il y a du verre, etc. » On parle du vanisakis. C'est normal, c'est un produit de la mer. Alors oui, c'est sûr qu'on peut le limiter, mais c'est pas un problème du poisson, c'est pas un problème, je vois des personnes qui osent, donc c'est pas un problème du poissonnier. Dans les autres méthodes, les pistes à optimiser, je trouvais ça très intéressant de vous présenter aujourd'hui la maturation très brièvement. C'est une autre méthode qui commence à se développer en Europe. La maturation, c'est qu'il n'y a pas de glace au niveau des étals, il n'y a pas d'odeur de poisson dans l'air, il n'y a pas de jus ou quoi que ce soit. C'est vraiment les poissons, comme on le voit, qui sont sur l'image, qui sont conservés au sec dans des vitrines qui sont réfrigérées pour optimiser le goût en fait, et puis aussi bien sûr notre impact environnemental, pas d'achat de glace au niveau des rejets, etc. Puis après, toujours susciter l'intérêt du personnel pour leur expliquer quels sont les poissons.
En résumé, donc là, je vous ai présenté plein de pistes d'optimisation, des risques qui ont été identifiés au niveau des différents acteurs de la filière, parce que c'est pas que le pêcheur qui est concerné ou le poissonnier, c'est vraiment l'ensemble de la filière. Puis c'est sûr que ça implique des équipements, ça implique de l'achat, ça implique de collaborer ensemble, mais en tout cas, rien que d'avoir ces pistes-là, si on arrive à en mettre une, ça permettrait d'avoir une meilleure traçabilité, puis de garantir la qualité du début jusqu'à la fin. Puis je voudrais finir ma présentation sur deux produits, deux ouvertures, des opportunités qui pourraient être là pour des produits québécois, parce que c'est des espèces qu'on a, c'est des choses qui seraient faciles à mettre en place. Celle de gauche, c'est l'ikejime. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. L'ikejime, donc c'est un couteau qu'on plante en fait directement. On le fait surtout avec le thon. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà testé. On va faire, c'est la mort cérébrale en fait du poisson, et ça permet de ne pas le stresser. Quand le poisson est stressé lors de sa mort, il va avoir une libération d'enzymes, tout un circuit avec l'ATP, etc., qui va altérer la chair et la qualité du produit et sa conservation. Le fait de faire une mort à l'ikejime, toutes les espèces, ce n'est pas possible, mais ça permet vraiment de valoriser son poisson, de sa technique de pêche, toute l'histoire en fait autour de ça. Ça a été fait en Europe, et puis il y a vraiment eu toute une marque ikejime qui a été lancée au niveau des pêcheurs, au niveau des poissonniers pour valoriser les bonnes pratiques qu'ils avaient mis en place. Puis la photo de droite, c'est pêcher à la ligne. Peut-être c'est des fois on se dit c'est tellement bête qu'on n'y pense pas, mais pêcher à la ligne, comme je disais au début, c'était juste la méthode de pêche, de valoriser une autre méthode de pêche, c'est valoriser l'effort qui est fait en amont de la filière, puis on s'assure ensuite de toute la traçabilité, on s'assure de la méthode de pêche. Puis ça prendrait pas, ça serait des discussions à voir avec les institutions comme le MPO, de voir au niveau de quelles espèces, comment on peut le pêcher. Mais en tout cas, ça permet de garantir très facilement la qualité du produit, en tout cas visuellement et puis gustativement. Donc on a pris beaucoup de plaisir à vous proposer toutes ces solutions. Merci beaucoup.